Alors, merci tout d'abord d'avoir accepté cet entretien qui va nous permettre de connaître, mieux connaître, votre état, l'hermaphrodisme. Si je suis tout à fait honnête, j'ignorais tout de cet état. Et que pour moi, ça restait quelque chose de mythologique. Et grâce à vous, je sais que ce n'est pas simplement mythologique. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'hermaphrodisme? Alors, l'hermaphrodisme, c'est simplement, c'est très simple, c'est quand un petit enfant vient au monde avec les deux composantes sexuées en lui ou en elle. C'est-à-dire qu'il peut avoir à l'extérieur un sexe qui est souvent ambigu, qu'on a beaucoup de mal à définir, ce qui était mon cas, et à l'intérieur, il va avoir une petite partie d'organes dits féminins, mais peut-être aussi une gonade ou un testicule féminisant, qui deviendra féminisant, ce qui était mon cas, et qui sera d'abord considéré comme masculin. Mais le drame de cet état-là, c'est que rien ne fonctionne et rien ne pourra jamais fonctionner. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, il y a 10 000 enfants par an en France qui naissent avec... C'est la question que j'allais poser, voilà. C'est combien de personnes étaient concernées, oui, effectivement, alors en France. C'est une goutte d'eau par rapport à la population entière, mais c'est 10 000 drames. Oui. Même si actuellement, que ce soit l'hôpital Necker ou l'hôpital Trousseau, il y a des professeurs qui sont à la pointe de cette pathologie, puisque c'est une pathologie très particulière, et ils arrivent à trouver des solutions collégiales avec les médecins, avec les parents, etc., mais qui ne conviennent pas toujours aux enfants quand ils vont grandir. D'accord. Voilà. Alors, quels sont effectivement les problèmes que cela pose effectivement aux familles, bien sûr, mais aux personnes vivant cet état? Alors, ce que j'ai oublié de dire, très important, c'est que jusqu'à 3 semaines de grossesse, tous les fœtus sont femelles. Il faut le savoir. C'est à partir de 3 semaines qu'il y a une hormone spécifique, qui a un nom d'envers de boum, enfin, c'est facile à trouver par voie de médecin, qui va arriver et détruire les petits embryons des fœtus qui sont voués à devenir des mâles, et donner la définition masculine aux petits fœtus qui sont donc voués à devenir des garçons puis des hommes. Dans mon cas, cette hormone, soit elle n'est pas apparue, soit elle n'a pas fait son travail. Donc les deux composantes se sont mises à se développer en s'autodétruisant. D'accord. Voilà, ça c'est le principe du pseudo-hermaphrodisme. Ensuite, pour les familles, c'est un drame, bien évidemment, j'imagine comme n'importe quel handicap. Parce que mettre au monde un enfant avec un handicap, c'est savoir que toute sa vie, cet enfant ne sera pas forcément autonome. Et en plus, il y a un véritable problème de culpabilisation parce que ça touche au tabou de la sexualité. Évidemment. Et c'est bien souvent, les parents se disent « mais qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi nous ?» et vont même jusqu'à dire « on ne veut pas de ce bébé » et ils le laissent aux soins de l'assistance publique. De l'assistance publique. Oui, oui. Alors, vos parents... Ce qui a été mon cas. Ce qui a été votre cas, d'accord. Alors, vos parents ont-ils réagi de la même façon? Mes parents votre adoptifs. Père et votre mère? Alors, ma mère adoptive a sûrement été... Ça a été très, 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 très dur pour elle parce que j'imagine qu'une maman adoptive n'a peut-être pas foncièrement, je dirais, les mêmes instincts qu'une mère qui a porté et mis au monde son enfant. Ce que je cherche à dire, c'est qu'elle tout passe par son cerveau, c'est cérébral. Elle s'imagine, j'adopte un petit garçon, donc il sera comme ci, il sera comme ça, je lui ferai faire ci, je lui ferai faire ça, il fera comme pépé, il fera comme papa. Et quand elle a compris qui j'étais, ses rêves, tout son idéal qu'elle voulait pour moi, pour son enfant, s'est brisé. Oui. Ça a été terrible. Mon père, lui, qui était un HEC polytechnicien, a été vraiment, comment dire, beaucoup plus terre à terre. Il a dit, bon, rien ne fonctionne, la seule chose qui est importante, c'est de savoir l'apparence qu'on va lui donner. D'accord.
Et je reviens sur un point quand même, cette construction, je crois si on dit vous ou tu, que tu indiques pour la mère, je pense, moi, qu'elle est identique pour une mère qui porte son enfant avec ses propres rêves, Je peux pas savoir. et où elle pousse ses rêves, et elle pense que son enfant va être ceci, va être cela, il va être comme ci. Et là, je pense que ça ne vient pas simplement de l'adoption, mais simplement que toute mère peut avoir des rêves qui vont se réaliser ou qui ne vont pas se réaliser. Enfin, aucune maman n'est préparée à ça. Non, absolument. Parce que surtout dans les années 60, c'était absolument méconnu, même si ça existe depuis l'Antiquité, hein, depuis la nuit des temps, hein, les hermaphrodites. Mais on n'en parlait pas comme on ose en parler maintenant, actuellement. On en parlait peut-être dans des termes même plus violents. Non. Non. Non, puisqu'on en faisait même des entités mystiques et religieuses qu'on plaçait comme prêtresses dans des temples, et on allait se recueillir auprès de ces gens-là qu'on considérait presque comme des anges, des êtres asexués. Ce que nous sommes, hein. D'accord. Et alors, au cours de la scolarité, quelles ont été les réactions des personnes croisées, que ce soit les petits camarades, les professeurs, la direction, moi je ne sais pas, les familles de ces camarades? D'abord, scolarité, j'ai pas du tout une scolarité normale. On m'a caché à la campagne chez mes grands-parents pendant longtemps. Et c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire, à écrire, à compter. Ça se faisait aussi assez souvent. Voilà. Et ensuite, quand mes parents sont venus à Paris, papa place Vendôme à IBM et maman rue Turenne, dans la bijouterie fantaisie, la fabrique de bijoux fantaisie de mon grand-père, ils m'ont mis dans une boîte pour enfants surdoués parce qu'il semblerait que j'avais un QI extrêmement puissant, qui était les feuillantines Place des Vosges. Et là, donc, j'ai fait la pré-maternelle, la maternelle, le cours préparatoire en 6 mois. D'accord. Et ensuite, je suis arrivée donc, dans cette ville, qui est Saint-Mandé, et là, j'ai intégré directement ce qui était à l'époque la 9e, mais avec 3 ans d'avance. La 9e, d'accord. Alors, ça a été très difficile pour tout le monde, parce que déjà, en tant qu'enfant, qu'à 3 ans d'avance, j'étais avec des adolescents qui étaient plus mûrs que moi. Donc, déjà, il y avait ce problème-là. Et puis, même si tout le monde n'était pas au courant de mon état, j'avais des velléités à être quand même relativement féminine et à m'intéresser aux choses qui étaient soi-disant réservées aux jeunes filles. Donc je ne jouais pas avec les garçons, j'étais toujours avec les filles. Donc ça m'a tout de suite collé une image négative qu'on a assimilée à de l'homosexualité précoce, ce qui n'était pas le cas. Et alors cet état n'a-t-il pas provoqué une... comment dire... parce que là, tu viens d'évoquer le fait que les autres étaient plus mûrs que toi. Violence. Mais, oui. Alors la violence peut-être, mais au niveau de la maturité, cet état n'a-t-il pas apporté une maturité plus grande et plus rapide, disons? Chez moi, vous voulez dire? Oui. Si, parce que même depuis toute petite, j'ai été confrontée à des problématiques d'adultes. J'ai pas eu d'enfance. Oui, bien sûr. J'ai jamais joué, je ne sais pas ce que c'est. À la campagne, on ne joue pas. Non. J'étais à la ferme, on faisait les tâches avec grand-mère, grand-père, la traite, les poules, le lit, on faisait ses chaussures. Je ne sais pas ce que c'est que de jouer. Et en plus, je comprenais bien, je comprenais sans comprendre que j'étais pas quelqu'un qu'on pouvait montrer, que j'étais cachée. Dans les normes. J'étais pas dans les normes. Et c'était très dur pour moi parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi. Étant née comme ça, bien sûr. Je n'avais pas la notion encore des castes féminines, masculines. Et puis j'avais... du côté hors norme. Oui. Comme en plus j'avais un problème récurrent au niveau du cortex, qui fait que justement c'est aussi un élément médical, même si j'avais eu une production de testostérone, qui est l'hormone mâle, elle se serait transformée en progestérone parce que j'avais ce qui s'appelle un gonade féminisant lié à une problématique cérébrale. Alors il y a un moment où s'est posé le problème, j'allais dire, du choix
si on peut dire, d'un sexe plus qu'un L'apparence. autre, ou de l'apparence, effectivement. Oui. Ce choix est-il venu uniquement de toi, Non, de de papa, tes parents, de mon ou père. bien également de l'équipe médicale? Non, même pas, que de mon père. Uniquement Oui. ton père. Mon père a voulu m'éviter, dans un premier lieu, toutes les opérations. Il a dit, bon, bah, cet enfant sera asexué, il aura un sexe minuscule, pas de gonade, pas de faculté de garçon, mais dans une société machiste, encore où la femme a quand même un statut presque inférieur, nous allons faire en sorte qu'il ait essayé de lui essayer, vous voyez comme ça a réussi, de lui donner l'apparence Ça a réussi, effectivement. de jeune garçon. Bon, non mais, en tout cas, l'apparence féminine, en tout cas, a Donc réussi. j'ai Bon. eu des doses massives d'hormones masculines qui n'ont absolument eu aucun effet, à part me donner un peu d'épaule, un peu de musculature, et surtout de me déstabiliser psychologiquement encore plus. D'accord, mais alors à quel moment, soit ton père, soit toi, la décision a-t-elle été prise de donner ou de conforter l'apparence féminine? Alors, Parce qu'il y a dû y avoir un moment où un jour j'ai eu mon père, la décision a été prise malgré c'est tout. moi qui l'ai prise, C'est toi qui l'as prise à ce moment-là. D'accord. à 17 ans à peu près. Je me rendais bien compte qu'avoir une apparence masculine pour faire plaisir à ses parents, après tout, je me disais, puisque je suis rien, que ce soit ça ou autre chose, je ne serai jamais rien, autant faire plaisir à mes parents. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais, c'est pas le tout l'apparence, c'est qu'après l'apparence, on attend de vous plein de choses en tant que garçon. Et j'étais dans l'inaptitude. Obligatoirement. Bah, bien sûr. J'étais dans l'inaptitude totale de répondre à ces questionnements et d'avoir un comportement qui soit cohérent. D'accord. Et surtout, je me rendais bien compte qu'au fond de moi, même si je n'étais pas une femme, la féminité était pour moi une alliée à 100%. Donc un jour, je dis à mon père, je dis, écoute papa, moi je ne peux pas continuer à me mentir à moi-même. Il faut que j'arrive à me construire en tant qu'être humain. Oui. Et cette construction ne peut se faire que si je vais vers la case féminité. Donc il m'a dit, bon, je comprends le choix, mais ça se fera sans que tu sois à la maison, donc j'ai dû partir. D'accord, d'accord. Mais c'est en cela que tu dis que la féminité a pu être une alliée pour toi. C'est en cela. Ben, c'était en moi. D'accord. C'est quelque chose qui a été en moi psychologiquement. Alors, à partir de là, quel a été le parcours? Donc, si j'ai bien compris, tu as pris la décision. Moi. Donc je suis Toi, partie. de faire coïncider ce que tu ressentais avec l'apparence donc extérieure. Oui. Et alors à partir de là, quel a été le parcours suivi? Parce que Ça a été un grand c'est pas combat. je veux dire, c'est pas le tout que tu prennes cette décision, Non. sauf qu'après il faut la réaliser. Je suis partie Si je avec comprends bien. mon baluchon chez mon grand-père paternel Oui. qui avait compris depuis longtemps le problème. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le grand-père paternel pouvait aider Non. à Financièrement, réaliser financièrement l'apparence. aussi, il pouvait. Ah, financièrement, oui. Mon père ne m'a jamais laissé tomber financièrement non plus. Ce qui est déjà, Et j'ai c'est fait, déjà une chance. j'ai fait comme beaucoup d'autres, j'ai cherché, rencontré des personnes comme moi. D'accord. Et alors, j'ai commencé à me traiter de façon clandestine et sauvage. d'accord. Et alors, ça veut dire, ce parcours jusqu'à ce que tu arrives, parce que j'avais cru comprendre que tu avais accepté effectivement une opération, voire plusieurs. 8 opérations, mon Dieu. Bon, et alors à ce moment-là, quel a été le parcours et cette décision initiale de rencontrer les médecins dans ce but? Alors, la première opération qui a eu lieu, ça a été fait du temps de mes parents. C'est que j'avais un ovaire et un gonade qui étaient morts. L'ovaire fonctionnait, mais n'avait aucune utilité puisque je n'avais ni utérus, ni organe féminisant. Donc, il était voué à devenir cancérigène. Ah oui. Donc, on m'a déjà enlevé tout ça. Bon. Ça, c'était la première opération. Et j'ai eu une seconde opération où j'avais été, ce qui n'a rien à voir avec ça, agressée, j'avais pris un coup de couteau. J'avais donc eu le tendon de l'épaule droite qui avait été sectionné. Oui. Et là, ils se sont rendus compte que j'étais à la fois hémophile, ils m'ont transfusé et donc contaminé au virus HIV. D'accord.
Ce qui n'a pas arrangé les choses. Non, Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas pu intégrer le protocole public qui s'occupait de ce genre de pathologie parce que, étant séropositive, j'étais vouée à décéder rapidement. À cette époque-là, oui. on nous disait plutôt de faire le deuil de notre vie parce qu'on estimait qu'on en avait pour 3 mois, 6 mois, 9 mois. 30 ans après, je suis toujours là. Oui. Donc j'ai passé ma vie à faire le deuil, du deuil, du deuil, du deuil et encore du deuil, de je sais pas quoi. D'accord. Sans vivre. Oui. Et les opérations, finalement, j'ai trouvé un chirurgien dans le privé, le docteur Xavier Latouche, qui a accepté de me prendre en main. Voilà. Et donc, j'ai payé au fur et à mesure avec mon conjoint et moi-même, avec ma pension d'invalidité. J'ai payé pendant des années et des années toutes les opérations nécessaires pour arriver à une cohérence entre féminine qui me permette d'avoir des papiers. Tout en sachant que ça ne fonctionne pas plus qu'avant. Bon. Oui. Donc ça sert à rien. Bon. Et cet état, effectivement, qui est hors norme, pensez-vous qu'à présent, la société française et puis les autres sociétés soient un peu plus à même d'accepter cet état? Je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça, parce que pour moi, c'est même pas un problème d'acceptation. On n'a pas à accepter ou pas accepter quelqu'un par rapport à une pathologie. Une pathologie, c'est pas comme au temps des nazis, une étoile qu'on vous colle sur la poitrine en marquant hermaphrodite, intersexué, transsexuel, travesti, je ne sais pas quoi, homosexuel. Je veux dire, on n'a pas le droit de manquer de respect à quelqu'un sous prétexte qu'il a une pathologie. Donc après... Enfin, on ne devrait pas. On ne devrait pas, voilà, parce que l'on sait problème, je pense qu'il y a tout de même certains comportements qui stigmatisent en effet les personnes... Ce qui gêne, c'est le fait d'être hors norme. Qui ne sont pas justement dans les normes. Moi, j'ai été suivie par un monsieur qui est mort d'ailleurs la semaine dernière, ça m'a fait beaucoup de peine, un professeur en psychiatrie qui s'appelait Richard Gelman. Et un jour, je lui ai dit, mais écoutez, docteur, dites-moi, vous me dites que je suis jolie, que je suis réussie, mais les gens s'acharnent sur moi, me font vivre un véritable enfer. Les hommes sont tout le temps après moi pour des choses qui ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, vous êtes une espèce de bombe qui mettait la révolution au milieu des certitudes. Des gens bien pensants qui pensent qu'une femme c'est ça, un homme c'est ça. Mais vous arrivez au milieu avec votre vie, votre parcours, et les gens, ça les traumatise. Et donc ils réagissent extrêmement violemment à votre rencontre parce qu'ils n'ont pas du tout envie de faire un parcours de réflexion ou d'en tirer un enseignement quelconque. Pour eux, je ne devrais pas exister. De moins de se bousculer eux-mêmes. Mais je pense que ça c'est vrai pour n'importe quelle personne qui a une différence. Moi c'est extrême. Je pense. Et alors y a-t-il une meilleure acceptation chez les hommes que chez les femmes? Ou les réactions sont-elles les mêmes? Alors, les femmes, certaines sont amicales avec nous, d'autres le sont absolument épouvantablement violentes, parce qu'elles voient en nous des rivales. Et les hommes sont souvent très difficiles à gérer, parce qu'ils sont à la fois attirés par nous, mais après, immédiatement, vient la carte de la culpabilité en disant « Ah, mais si je suis attiré par ça, j'ai dit ça, hein, c'est que je suis moi-même homosexuel. Et donc, c'est pas possible. » Alors que dans mon cas... Enfin, s'il s'agit d'un homme, il n'y a pas d'homosexualité. Comment? Je dis, s'il s'agit d'un homme, il n'y a pas d'homosexualité. Si c'est un homme qui est attiré, oui, il n'y a pas d'homosexualité. Mais pour eux, on reste des hommes malgré la transformation. C'est là le problème. D'accord. Pour beaucoup de gens, nous restons des hommes. Alors qu'on n'a jamais été un homme. On ne voit pas effectivement qu'il y a eu tout cet effort et tout ce parcours pour arriver à faire coïncider justement l'apparence avec l'être véritable. Voilà. Et puis surtout, comme je dis souvent en rigolant, si j'avais été 30 secondes de ma vie un homme, je serais resté. Oui.
Oui. Enfin, je dis oui. Je dis oui, je n'en sais parce rien, que je veux mais dire, pourquoi avoir fait tout ça? Je conçois, C'est- effectivement. C'est ça. Je conçois la chose tout à fait. Donc il n'y a pas meilleure acceptation en fait chez un homme que chez une femme. Non. Donc effectivement. Et alors, votre vie actuelle correspond-elle à ce que vous aviez pu imaginer au moment où vous avez pris la décision de faire coïncider l'apparence avec l'essence? J'ai une vie qui est quand même beaucoup plus privilégiée que toutes mes consoeurs qui tombent dans ces réseaux de marginalité sordide où on les traite d'une façon épouvantable. Moi, j'ai quand même réussi à me marier avec un homme hétérosexuel. J'ai élevé sa petite fille. J'ai eu des parents qui, finalement, à la fin de leur vie, m'ont ouvert les bras. Je me suis occupée d'eux. J'ai fait une formation en soins palliatifs comme infirmière. J'ai quand même, je dirais, réussi. J'ai fait des marchés. J'ai réussi quand même à m'insérer d'une certaine façon, de façon, je dirais, positive, dans une société qui même hostile, arrivait quand même à comprendre que j'étais pas si détestable et infréquentable que ça. Infréquentable que ça. D'accord. Oui. Alors, y a-t-il un point sur lequel vous aimeriez insister davantage pour mieux faire comprendre à tout le monde, effectivement, et cet état, et puis la façon dont on le vit? Faire comprendre aux gens que, quelle que soit la pathologie qu'une personne ou qu'un enfant comme moi puisse avoir, il ne faut jamais le rejeter. Jamais. Et jamais le culpabiliser parce que l'enfant n'y est pour rien. Non, mais d'accord. Et c'est terrifiant pour un enfant d'un seul coup de s'entendre dire « tu es un monstre, tu es une erreur de la nature, tu n'aurais pas dû naître ». Pour un enfant, c'est terrifiant parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant ne peut pas comprendre. Et là, on en revient à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire au rêve de la mère, voire du père, vis-à-vis d'un futur enfant. Ah, mais c'est pas mes parents qui me disaient ça. Et donc, Sûrement non, pas, à la fois j'entends bien, mais d'une C'est manière les autres. générale, lorsqu'un enfant à la naissance est rejeté, c'est parce que immédiatement à l'apparence même, il ne correspond pas à ses rêves qui ont été projetés, envoyés dans la nature. Tout du moins, Donc, une maman, même si elle veut un garçon, elle va accepter une petite fille qui est dans les normes. je ne sais pas. Ah, ça, Je suis sais moins pas. sûre que vous. Mais nous, c'est terrifiant parce qu'ils ne savent pas ce qu'on est. Parce que mon expérience me montre que ce n'est pas évident lorsqu'une mère ou un père ont voulu une petite fille ou un petit garçon, ce n'est pas évident qu'ils acceptent Comme vous le le savez, bébé Muriel, tel qu'il s'amène. je vous en ai touché deux Donc, mots. je ne sais pas. J'ai retrouvé des années après la personne qui avait organisé et rendu possible mon adoption avec mon Oui. grand-père et qui avait donc connu ma mère biologique Oui. jusqu'à ce qu'elle meure en couche, Oui. à ma naissance en fait, prématurée. Et il avait écrit sur une espèce de bout de papier, tel jour, telle heure, est né un enfant de sexe inconnu, un enfant naturel, de type arien. C'était les années 60. Donc déjà à cette époque-là, c'était bien marqué de sexe inconnu, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas. Vous ne savez pas. Non. On peut penser qu'on a quand même progressé un peu sur la connaissance peut-être de ce problème et qu'effectivement on va beaucoup plus progresser aussi dans les années Le seul à venir. progrès, c'est que maintenant ils attendent. Ils recherchent peut-être... Voilà, maintenant ils attendent que le petit ou la petite se définissent à la puberté psychologiquement dans un sens ou dans l'autre. Et là, après, ils disent bon, c'est indéniable que elle sera plus heureuse ou il sera plus heureux. Donc, on va faire ce qu'il faut pour en faire une petite fille ou un petit garçon dans la mesure où physiologiquement c'est possible, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut savoir. D'accord. Mais donc là, ça veut dire que, en ce qui concerne cet enfant ou cet adolescent, ce n'est quand même pas lui qui va prendre réellement la décision. C'est son psyché qui va donner, Oui, qui va pour envoyer des essences. Pour autant qu'on l'écoute et
qu'on veuille bien le voir. Oui, mais les médecins sont assez à l'écoute, je dois dire. Je me souviens pas avoir eu affaire à des médecins monstrueux D'accord. qui étaient plutôt perplexes et embêtés, ne sachant pas trop quoi faire, mais qui m'ont jamais traité de façon violente ou... Et alors actuellement, la médecine continue-t-elle ses recherches sur ce sujet? Non, parce que je ne pense pas, parce qu'en fait, il n'y a pas, à part l'histoire de l'hormone, cette fameuse hormone Oui, bien sûr. qui fait jour au bout de 3 semaines et qui définit ensuite le sexe normatif du petit, je pense que personne ne sait ou ne comprend Oui, pour quelles raisons des êtres évident. naissent. Parce qu'il y a mon cas, mais il y a aussi les intersexués qui ont les deux sexes et les deux sexes fonctionnent en même temps. Ça existe, Oui. c'est encore plus minoritaire, mais ça existe. Et puis vous D'accord. avez les transsexuels qui, eux, ont surtout un problème, je dirais, souvent hormonal, endocrinologique, mais psychique aussi. Surtout D'accord. psychique, oui. Bien, alors avant de conclure, je repose ma question. Voulez-vous insister sur un point ou un autre, peut-être? De jamais rejeter personne pour des histoires de différence. Au contraire, de les respecter et d'essayer de les aider. Parce que ça ne fait que de les renvoyer dans le sordide, dans la marginalité. Et ça aboutit à des drames de vie absolument insupportables. Insupportable, évidemment. Bien, alors merci à vous d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé sur ce problème. Et puis, peut-être que nous aurons l'occasion de reprendre de façon un peu plus fournie le problème avec d'autres éléments quand il y en aura. Voilà. Voilà, ben, écoutez Muriel, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre chaîne de radio, de m'avoir aussi cette gentiment interview, accueilli, bien sûr. effectivement. Alors, à très bientôt. Et puis, bonne route à vous, bien sûr, avec une belle acceptation à partir de maintenant. Écoutez, Voilà. que Dieu vous entende, j'ai envie de dire. Il va nous entendre. Voilà. Merci Muriel, merci infiniment. Voilà. Merci Emmanuel.